vais pas cracher sur la France. C'est eux qui m'ont formé. C'est là-bas où j'ai eu mes diplômes. C'est là-bas où j'ai appris beaucoup de choses au niveau professionnel. Mais il y a d'autres choses que je rejetterai. C'est quoi le plafond de verre actuel que tu rencontres? J'applique dans mon quotidien le tawakkul. C'est parce que le tawakkul m'empêche de voir un frein. Il me montre simplement un cheminement. Rachida, bienvenue dans le plafond de verre. Donc, dans ce podcast, on va explorer ton parcours, d'accord? Et on va explorer surtout les plafonds de verre que tu as rencontrés dans ce parcours-là pour proposer à notre communauté des alternatives et des projections différentes de ce qu'elle peut vivre aujourd'hui. D'accord? Donc, dans le plafond de verre, l'idée de ce podcast, en fait, c'est vraiment de pouvoir mettre en situation les gens de notre communauté. Quand je parle de notre communauté, je parle de la communauté musulmane, bien évidemment, et leur montrer que qu'on soit noir, arabe, chinois, musulman, femme, porteur de handicap ou pas, même quand on rencontre des plafonds de verre, on peut les briser et on peut avancer. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Merci à Anne-Lise, c'est ça? Anne-Lise, ouais. Anne-Lise de nous avoir mis en relation. Tobiz, ouais, qui est ma community manager. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Et merci pour la mise en relation. Ça fait un bout de temps qu'on aurait dû se voir déjà. Hein. Ça date de, je crois, début d'année, au moins février, je crois, qu'elle m'avait contacté. Et on n'a jamais pu, parce que j'étais tout le temps en déplacement. Toi, tu étais occupé sur tes trucs. On galérait. Mais aujourd'hui, tu as vu, regarde, du jour au lendemain, je t'ai dit, passe au studio la semaine prochaine. Et voilà, tiens, ça s'est fait. Donc, alhamdoulilah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, ouais, je vais me présenter. Moi, c'est Rachida. Donc, je suis maman de 4 enfants. J'ai 45 ans. Ouais, j'ai roulé ma bosse. Je suis installée ici à Marrakech. Ça va faire 9 ans maintenant. Avant ça, j'habitais dans une région en France qui s'appelle la Normandie. Je pense que pas mal la situe. À Évreux. Voilà, exactement. Et j'étais là-bas, j'étais salariée. Je travaillais dans le milieu bancaire, en fait. Je suis issue d'une famille nombreuse, comme pas mal de gens. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître à travers ça. Papa ouvrier, en HLM, école publique. Je pense que c'est ma plus grande force d'avoir été fille d'ouvrière. Je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis là, d'avoir eu un père comme j'ai eu. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ok. Je vais poser un peu le contexte socio-culturel, d'accord? L'héritage un peu invisible qu'on porte tous en tant qu'enfants d'immigrés en France et en Occident en général. Donc toi, tu es né à Évreux, dans un quartier populaire, dans une famille ouvrière. C'est quoi les codes invisibles qu'on t'apprenait quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu as... Les valeurs. Les codes en général, tu vois, qu'on a pu te transmettre et que tu as senti comme étant un héritage un petit peu que tu devais... Alors, moi, je le dis souvent, je le répète, hein, moi j'ai eu, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné un père exceptionnel, d'accord, qui savait ni lire ni écrire, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a même pas été dans les mosquées quand il était enfant, parce qu'il était orphelin très tôt, il a perdu sa mère. Mais il nous a transmis tellement de choses, il nous a transmis la soif d'apprendre, il nous a transmis le respect. Aujourd'hui, je crois que les codes qu'on a eus... Bon, après, on a grandi dans des quartiers populaires, on connaît tous, on sait comment c'est. Mais j'ai eu la chance d'être dans une petite ville aussi. Donc après, je ne vais pas me comparer à Mantes-la-Jolie ou des choses comme ça. Mais mon père nous a restreints sur beaucoup de choses qu'on croyait importantes et qu'on avait envie de faire, comme toutes les filles de notre âge. Et aujourd'hui, c'est le meilleur des cadeaux qu'il ait pu me donner, de m'avoir restreint ces choses-là. Je veux dire, moi, par exemple, pour mon père, on n'avait pas le droit d'aller au McDonald's. Parce que pour lui, McDonald's, c'est connotation mauvaise fréquentation. Le cinéma, c'était la nuit. Donc la nuit, on ne sort pas. Notre tenue vestimentaire, parce qu'il nous disait, vous devez avoir une tenue vestimentaire respectable et respectueuse par rapport à vous, mais aussi aux personnes qui sont extérieures. Donc toutes ces petites choses-là qui étaient répétitives et qui étaient, pour nous, à notre âge, en tant qu'adolescence, restrictives, parce qu'on se disait, non mais attends, pourquoi pas nous et pourquoi les autres? Aujourd'hui, sur mes hauts de mes 45 ans, je refais la même chose avec mes enfants finalement. Parce que c'est des codes et des valeurs qui m'ont permis de me construire et d'être bien, en fait, aujourd'hui. Ok. J'entends adolescente, j'entends que tu parles au féminin. Vous étiez plusieurs sœurs, si je comprends bien. Oui, exactement. Vous étiez combien? On était 6 filles. Et c'était quoi ta position dans les 6? J'étais dans les 3 dernières. Dans les 3 dernières, ouais. Au milieu la plus grande des 3 dernières. La plus grande, donc t'es la fille, quasiment la fille du milieu. Du un milieu, petit peu. ouais. Okay. Ouais. C'est pas le rôle le plus... Non, j'avais pas le rôle... J'étais un petit peu la... Bon, j'avais la grande sœur, Mskina, qui prenait tout. Parce que celle qui gérait les papiers, les machins... L'aînée, du coup? C'est même pas l'aîné, parce que j'ai un frère aîné. Ah, okay. Mais t'as vu, nous, chez nous, nos parents, enfin, surtout ma mère, elle avait qu'un fils. Et franchement, il a été le roi de la maison pendant très longtemps. Malgré que mon père, il disait souvent à ma mère, moi, j'ai 7 enfants, c'est pareil.
Donc, quand mon père était là, mon frère lavait la vaisselle. Mais quand il n'était pas là, il ne le faisait pas. Bref, mais il y avait la sœur aînée qui gérait tout ce qui était administratif, qui avait la responsabilité aussi pour nous scolaires, les rendez-vous d'école, etc. Il y avait la petite qui était la petite dernière chouchoute qui est arrivée à la fin. Et puis moi, je trouvais ma place, mais encore une fois, je vais le répéter, c'est que mon père, il nous a donné une place à chacune, en fait. Chacune, il a su cerner notre caractère, notre personnalité, et il nous a donné un rôle dans la famille. Ok. Quand tu étais enfant, tu pensais que tu pouvais devenir quoi? Alors moi, quand j'étais petite, je voulais devenir avocate. Ok. Vraiment. Et je crois que j'ai tenté, hein, j'ai pas continué. Je voulais devenir vraiment avocate. Au point où on faisait nous, au lieu de jouer à la marelle ou à la corde à sauter avec les copines, on faisait des salles de tribunal. L'avocat de défense, l'avocat, on inventait des histoires. Voilà. Ok. Donc un métier de parole finalement. Toi qui me disais tout à ça, l'heure qu'il faut gérer ton temps de parole, t'aimes bien. Okay. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, je regarde un peu quand tu parles de ta vie, etc. Donc si j'ai bien compris, et tu viens de le confirmer, ton père il était présent et il était exigeant avec toi. Exactement. Est-ce que à l'école, ça a constitué pour toi plutôt un tremplin ou plutôt un plafond de verre que tu as pu rencontrer? Le fait qu'il ait cette exigence-là et que ça te pousse dans des retranchements, peut-être en étant petite, qui ne sont pas... Alors, ça a été au début comment tu dis? Un plafond de verre. Ça a été au début un plafond de verre parce que je pense que j'étais dyslexique. D'accord? Dans les années 80, on ne parlait pas encore de dyslexie, TDAH, etc. Donc, j'avais des grosses difficultés pour la lecture. Mais à côté de ça, j'étais très forte en mathématiques, j'excellais dans les autres matières, mais en lecture, j'avais été marquée par un prof en CM1 qui m'avait traumatisée et qui m'avait humiliée auprès de ma grande sœur, qui avait dit ouais, votre sœur, elle ne sait pas lire, c'est catastrophique, etc. Bon, j'étais sa bête noire dans cette classe parce que effectivement, j'étais peut-être pas bonne en lecture, mais tout le reste, il y avait quelque chose. Donc en mathématiques, des fois, je corrigeais. Et ça, j'ai appris un truc dans ma scolarité, j'ai jamais corrigé un prof. Et donc, il m'a un peu cassé mon élan. C'était difficile pour moi parce que mon père, en fait, pour lui, c'était 15 de moyenne. Il fallait que tu aies 15 de moyenne. Donc, je pouvais avoir 15, sauf en français. Parce que le fait d'avoir cette problématique en lecture, ça entraînait d'autres problématiques forcément dans tout le reste des matières que comprend le français. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof en CM2. D'ailleurs, je peux même te dire leur nom précis. Madame Olivier, qui a compris que j'avais ce problème-là et qui a mis en place des choses pour que justement je puisse dépasser cet handicap et moins être sur la touche en français. Et puis là, du coup, c'est plus devenu un plafond de verre, c'est devenu un tremplin. Tu as dit que par rapport aux filles de ton âge, quand je dis t'as dit que, je parle de ce que j'ai vu de toi sur Internet, tu avais un fonctionnement un petit peu atypique. C'est venu avec quoi comme limite? Du rejet, de l'incompréhension? Comment tu as vécu ça étant petite, ce fonctionnement atypique? Ça a été de l'incompréhension et donc forcément un rejet accompagné d'un rejet. Les filles de mon âge, on n'avait pas les mêmes intérêts. Il y a des choses, moi, je te dis, je faisais des pièces de théâtre en prenant le rôle d'avocate. Quand je te dis ça, j'avais 12-13 ans. À cet âge-là, les autres copines, elles jouaient à quoi? Touche-touche, cache-cache. Après, quand j'ai eu 15-16 ans, c'était plus... elles ont développé leur féminité, le côté garçon. Pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Je dis, mais vous, qu'est-ce qu'on se prend la tête? Pourquoi vous prenez la tête? Venez, on va faire ça, venez, on va faire ça. Ça ne les intéressait pas. Et moi, j'aimais lire, du coup. Malgré, c'est paradoxal, hein, malgré ma dyslexie, j'aimais beaucoup lire. Je l'aime toujours lire. J'aimais aller à la médiathèque. J'aimais l'opéra, le théâtre. Et ça, pour quelqu'un qui vient d'un quartier populaire et qui a 15 ans, c'était très compliqué. J'avais pas de copine pour aller au théâtre. Donc, je partais, des fois, je me rappelle, je partais, on avait un réseau réciproque, je ne sais pas si vous avez connu ça. Enfin, nous, dans notre quartier, il y avait un réseau réciproque qui était géré par les sœurs, les bonnes sœurs. J'allais avec elles. Parce que j'ai pas de copine. J'avais des amis, des connaissances de quartier avec qui, de temps en temps, je prenais sur moi et j'allais faire des jeux qui les intéressaient. Mais ça, par contre, tu vois, ça a été un plafond de verre. Ça a été difficile en tant qu'adolescente. Ok. Donc finalement, c'est le fait d'être atypique
et du coup de ne pas avoir de personnes avec qui se reconnaissent avec toi, enfin en tout cas avec qui connecter, qui a constitué ton premier plafond de verre. Si ouais. Ok. Est-ce que ce décalage, il a fait que par moment, tu as dû te censurer sur tes propos, sur ta manière d'être, tu vois? Est-ce que ça t'a poussé à essayer de rentrer dans le moule? Ou est-ce que très tôt, comme aujourd'hui, tu t'es assumé avec ton authenticité et t'as décidé je pense que je suis jamais rentrée dans le moule. Ok. T'as jamais cherché à non plus? Là, au jour d'aujourd'hui, je vais te dire que je cherche pas à rentrer dans un moule, mais je comprends je comprends le moule. Ok. Donc, du coup, j'arrive à avoir des connexions et des interactions avec ce moule-là, puisque je comprends que la personne qui est en face de moi, elle est comme elle est, et elle est pas, je peux pas l'obliger à me comprendre et à être avec moi. Mais quand j'étais... Non, moi, c'était mon gros problème. C'est que déjà, j'avais pas de filtre. C'est encore plus compliqué. Je suis super authentique, c'est-à-dire que limite, c'est sans filtre. Hein. Tu sais, les cafetières sans filtre, le café tombe direct dans la tasse. C'était ça, en fait. J'avais pas... C'était ça qui était difficile aussi, même dans ma famille, c'est pas facile. Après, dans ma famille, je pense que j'ai réussi à rentrer dans le moule de ma famille, avec les codes, les valeurs, etc. Parce que peut-être la peur de décevoir mon père et mes parents, mais à l'extérieur, non. J'étais quand même un peu la sauvage de la classe, par exemple. C'était moi qui trouvais toujours un truc à dire, ou qui avait réponse, qui pouvait dire non, qui disait non. Quand un prof disait quelque chose, je disais non, en fait, je suis pas d'accord. Et tout le monde me regardait, mais non, mais Rachida, tu dois pas dire non. Je dis, bah non, je suis pas d'accord. Après, il faut pas me poser la question. Donc, oui, ça a été... j'ai jamais su rentrer dans ce moule. Et je crois que je serai jamais rentrée dans le moule. Mais je sais le comprendre aujourd'hui. Ok. Avec l'expérience et l'âge, du coup, je suppose. T'es multipotentiel. Ouais. T'aimes faire plein de choses. Ouais. T'as mis longtemps à le comprendre. Ouais. Est-ce que ça fait partie de tes plafonds de verre d'avoir cru que c'était un problème? Ah bah complètement. Tu vois, grâce à ton truc, là, je suis en train de me rendre compte que j'en avais pas mal de plafonds de verre. Et que j'ai réussi à briser, alhamdoulilah. Au début, c'est très dur. Déjà, le regard des autres. Enfin, les dires des autres. Quand on me disait, ouais, mais t'es partout et t'es nulle part. Moi, je me souviens d'une... Et je pense que ça a été le déclencheur. Une amie très proche à moi qui m'a dit, bon, écoute, je vais être sincère avec toi. On peut pas te suivre, on peut pas te faire confiance. T'es partout. Donc, moi, ça me fait peur. Si t'es à droite, à gauche, en haut, en bas, à quel moment t'es avec moi? Et cette remise en question... Alors, elle aurait pu être à l'inverse. Hein. J'aurais pu me dire, attends, Rachida, t'as un gros problème, faut que t'arrêtes, faut que t'ailles crescendo, un derrière l'autre. Et je me suis rendu compte que non, en fait. Je sais pas faire autrement. Je vais pas changer pour satisfaire les autres. Celui qui le comprend, tabarakallah, on travaille ensemble. Celui qui le comprend pas, tant pis pour lui. Mais je ne changerai pas ça parce que je ne sais pas faire autrement. De toute façon, c'est comme si j'étais asphyxiée. Tu vois, si tu me dis, ouais, non, Rachida, fais d'abord ça, quand tu as terminé, tu fais ça, c'est pas possible. Déjà, la nuit, quand je dors, j'ai 50 000 projets dans ma tête qui sont en train de tourner. Donc déjà, j'essaie de canaliser ça. Si après, tu me dis, les projets dans lesquels je suis, il faut que je les canalise et que je les mette de côté, c'est impossible. Ok. On va parler de quand tu as réalisé que tu pouvais transformer ta différence en moteur. Ok. Tu as dit, quelque part, que tu étais un peu le leader, la leaduse naturelle de ton quartier, que tu montais des événements, des pique-niques, etc. Ouais. Est-ce que tu as compris tôt que tu avais ce truc-là ou ça a mis du temps à être conscientisé? Mais est-ce que tu sais, j'avais quel âge à ce moment-là? Tu étais jeune. Mais j'avais 10 ans, même pas. J'avais 10 ans, je me souviens. Mais tu l'as conscientisé quand que tu avais cette spécificité, tu vois, de pouvoir leader naturellement les gens? Au lycée, enfin limite collège. Okay. Quand je suis rentrée dans l'équipe de basket de l'école, j'ai compris que c'est moi qui menais l'équipe, pas parce que j'étais meilleure qu'elle en basket, mais parce que j'étais plus stratégique et je comprenais très vite les choses. Et je savais ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse avancer. Ça, je crois que je le tiens de mon père, si on peut dire ça, parce que mon père, il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Ça a toujours quelqu'un... Après, être leader, ça veut dire beaucoup de choses en même temps, mais je l'ai conscientisé réellement, quand aussi j'ai travaillé dans le milieu bancaire. Parce que j'ai eu cette partie de ma vie où j'étais salarié aussi. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as compris ça au lycée, tu t'es autorisé à rêver plus loin ou est-ce que tu sentais déjà qu'il y a certains rôles qui n'étaient pas pour toi? Comment t'as vécu le fait de conscientiser, de te dire « Ok, j'ai ce truc-là où les gens me suivent naturellement, en fait ». Ça t'a permis de voir plus loin ou tu
est-ce que tu as accepté ton rôle tout de suite? Comment tu l'as vécu, ça? Je pense que je l'ai accepté tout de suite parce qu'il fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un obstacle parce que les personnes en face peuvent mal le comprendre, l'interpréter. Moi, j'ai toujours été une rêveuse, une grande rêveuse. Je peux même te dire que mes rêves, des fois, ça devenait de l'imagination qui devenaient des histoires que je racontais aux copains-copines de classe. Mais j'ai compris très vite, peut-être fin lycée, que je ne ferai pas tout. Même si je suis leader, je pourrais pas. Il y a des choses où je sais que je dois me restreindre et que je dois laisser la place aux autres. Tu vois, je suis pas envahissante non plus. Je sais jusqu'où je peux aller, je sais où je peux aller et je sais quand je dois m'arrêter. Ça, c'était fin lycée que je l'ai compris. Fin lycée, on va dire, ouais, terminale, quand j'ai passé le bac. Ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, et si je créais un truc à moi? Ouais. C'était quand? Au décès de mon père. Alors, ouais. Enfin, un peu avant quand même. Mais c'était à la maladie plutôt de mon père, où je voulais être présente parce que on nous avait déclaré qu'il était en cancer phase finale et qu'il fallait que je dépende d'un patron qui me dise oui ou non si je pouvais être présente auprès de mon père, en fonction des congés, des machins, des trucs. Donc j'étais enceinte, je me suis mise en congé maternité, enfin en arrêt maladie pour maternité. Et c'est là où ça a commencé à germer. Ouais. Puis j'ai toujours eu cet exemple. Mon père était ouvrier, mais il était entrepreneur au Maroc. En fait, le rêve de mon père, c'était quoi? C'était construire au Maroc pour que ses enfants rentrent au Maroc. D'accord? Donc il a fait une petite menuiserie, il a acheté des appartements, il a investi dans l'immobilier avec son petit salaire d'ouvrier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens ils me disent ouais, mais non, mais il faut beaucoup d'argent. Enfin, salaire d'ouvrier, comme tu dois savoir, je sais pas si tu as vécu ça, mais mon père, il faisait vivre 10 familles. Il y avait notre famille en France, il y avait sa sœur, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Mon grand-père et ma grand-mère étaient divorcés. Quand je parle de grand-père et grand-mère, c'est côté maternel. Les oncles et tantes qui étaient toujours là à racoler parce qu'ils avaient besoin toujours de quelque chose. Et avec ça, il a su construire quelque chose. Donc l'entrepreneuriat, je pense que ça a bien germé à ce moment-là. Ok. Tu as raconté que tu avais raté ton année à la fac et que tu l'avais vécu comme une claque. Tu t'en souviens de ça ou pas? Ma première année d'éco-gestion, où j'ai eu 3 en maths. Exactement. Ouais, 3 ou 5, je sais plus. Est-ce que tu as rencontré un plafond de verre à ce moment-là? Ouais. Comment... En fait, j'ai été confrontée à une réalité où... c'est un plafond de verre qui m'a permis d'avoir un tremplin. Je t'explique pourquoi. Parce que je me suis rendu compte que mon niveau était nul. Enfin, était nul. Tu n'avais pas le niveau, en tout cas. J'avais pas le niveau pour cette filière-là. Et je sais que j'ai voulu la faire parce que j'avais l'exemple de mes sœurs. Mais finalement, ça a été dur. Hein. Ça a été l'année la plus difficile au niveau scolaire pour moi parce que j'étais confrontée à un échec, du coup. Et il fallait que je confronte le regard de mon père. Parce que pour moi, l'échec, il était plus par rapport à mon père que par rapport à refaire une année. Et je me suis aussi rendu compte que mon niveau scolaire n'était pas bon. Donc, après ça, j'ai dit non, je ne vais pas redoubler, je ne peux pas redoubler. Je n'ai pas envie de redoubler, j'ai changé de filière. Donc j'ai changé, j'ai bifurqué complètement. J'ai compris quel était mon niveau. Et si je voulais exceller, avoir plus de 15 de moyenne, il fallait que je me dirige vers tel format. Et c'est là où j'ai intégré un DUT. Mais c'était dur. Ça a été dur, franchement. Est-ce que le regard de ton père, à ce moment-là, ça a constitué un plafond de verre? Ouais. C'était dur pour moi. Vraiment, ça a été dur parce que après, j'ai eu un père qui m'a dit t'as raté, c'est pas grave. En même temps, tu vois, entre mon père qui était strict sur certaines choses et qui imposait par rapport à nos études, à côté de ça, il était compréhensif parce que j'avais honte déjà de lui dire que j'avais eu 3 en maths. Mais enfin, les mathématiques en macroéconomie, microéconomie, franchement, c'était du lourd. Mais je lui ai pas dit, je crois que je lui ai jamais dit que j'avais eu cette note-là. Ça a été difficile. Je l'oublierai pas, son regard. Autant j'oublie pas son regard quand j'ai eu mon bac, que j'ai eu mes notes, etc. Autant ce regard-là, je l'oublie pas. J'ai pas eu un sentiment de déception. Mais je crois que lui-même, il se sentait coupable de cette année où il a vu que j'avais travaillé, que j'avais donné tout ce que j'avais et que j'avais pas réussi et que je voulais absolument réussir et que effectivement j'étais dans cette filière-là parce que j'avais pas fait de droit pour suivre le chemin de mes sœurs
qui était pour mon père un chemin, des bonnes études. Et j'ai bifurqué, je suis rentrée à Évreux, j'étais à Rouen, je suis rentrée à Évreux, j'ai fait un DUT, GEA. Bon, là, j'ai cartonné, j'avais 18 de moyenne, pour moi, c'était... Mais là où je m'en suis voulu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas réfléchi comme ça au niveau au bac? Pourquoi j'ai pas tout de suite intégré un DUT, un BTS? J'aurais eu des super notes, j'aurais été tranquille dans ma tête et j'aurais pas eu ce regard-là, en fait. Mais alhamdoulilah, c'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ce moment où tu t'es pas senti à la hauteur? Que j'avais des lacunes. Et je crois que c'est là où j'ai commencé à comprendre le sens de l'échec. Que finalement, un échec, c'était pas forcément mort, c'était pas forcément fini, puisque j'ai pu rebondir sur d'autres études qui, alhamdoulilah, m'ont ouvert des portes aussi. Et voilà. Ok. Tu parles d'un moment où tu as compris que tu fonctionnais comme ça, et je cite, et pas autrement. Tu vois, quand tu parles de, je pense, ton atypie, du fait que tu sois multipotentiel, etc. Est-ce que ça a été un vrai tournant pour toi de comprendre ça, pour briser les plafonds de verre autour de toi? Ah oui. Ah là, c'est une libération. De se dire, moi, je fonctionne comme ça, et c'est comme ça. Je n'ai pas à changer pour les autres, et ce ne sera pas autrement. Déjà, c'est ce qui m'a permis de partir du salariat. Parce qu'il y a eu le décès de mon père qui a fait que voilà, ça commençait bien à mûrir. Puis après, il y a le fait de se dire, mais attends, c'est bon en fait. Moi, je peux pas travailler, je peux pas recevoir d'ordre. C'est pas je peux pas recevoir d'ordre. T'as un problème avec l'autorité? J'ai un problème avec l'autorité. Et ça m'a porté préjudice dans le salariat. J'ai même été confrontée à des responsables qui... et puis j'excellais dans mon travail. J'aime bien être la meilleure. Je n'écrase pas les autres. Moi, quand je suis la meilleure, il faut que toute mon équipe soit meilleure. C'était comme ça. Moi, je fonctionnais comme ça. Donc, quand je vais donner un exemple, on a des objectifs. Chaque conseiller a des objectifs. J'atteignais mes objectifs. Quand je voyais qu'un membre de mon équipe n'atteignait pas ses objectifs, je prenais mon client, je lui envoyais avec son matricule. Il fallait que ses objectifs à elle aussi soient atteints. Parce que j'estime que pour être la meilleure, il faut que je sois meilleure avec tout le monde. Et j'étais en concurrence avec moi-même. Hein. Et j'étais très forte. C'est le domaine de la vente, de la banque, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était une très belle expérience. Mais à un moment donné, quand on est confronté à des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement, enfin mon fonctionnement, c'était plus possible de travailler avec eux. Et puis c'était souvent plus des personnes qui ne comprenaient pas que des personnes qui comprenaient. Donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Qu'est-ce qui a changé quand tu as accepté le fait d'être multipotentiel? Je sais pas comment t'expliquer. Alors, c'est comme, tu sais, tu as l'épée de Damoclès, tu as peur qu'elle te tombe dessus. Et tu sais qu'elle est là, tu as peur qu'elle te tombe dessus. Et bien là, je savais qu'il n'y avait plus d'épée de Damoclès. Et ça m'a permis vraiment, réellement d'être moi-même à 100%. C'est-à-dire que je ne me mettais plus des freins. Parce que même si je suis sans filtre et authentique, il y a un moment, parfois, pour pouvoir avoir des amis, quoi, pour pouvoir aller prendre un café, etc., je me mettais des freins sur certaines choses. Je vais te donner un exemple. On m'appelait Rachida, je sais tout. Madame, je sais tout. Et quand je voyais que ça frustrait les gens, ça les mettait mal à l'aise, ça c'est après l'expérience, bien sûr, je te parle de ça, ça fait à peine 10 ans que j'ai compris ça. Je me suis dit, Rachida, maintenant, quand tu sais, tu te tais. Et tu vas même faire plus que ça. Tu vas faire croire à la personne qui est en face de toi que c'est elle qui t'a apporté l'information, pour lui donner un peu d'estime. Pour pas que tu sois encore vue comme la Madame, je sais tout. Parce que ça me faisait mal au cœur quand même de Madame, je sais tout. Je le fais pas exprès. Mais maintenant, je sais me canaliser. Hein. Parce qu'il fut un temps où, mais non, mais attends, ce que tu dis, c'est pas bon. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'information que tu donnes, elle est vérifiée ou pas? Moi, j'étais vraiment dans... Il fallait que les choses soient véridiques, mais en même temps, quand tu donnes une information, je sais pas, sur une loi ou sur un pays, est-ce que tu as une formation certifiée, entre guillemets? C'est pas un truc que tu as entendu sur les réseaux ou bien que quelqu'un t'a raconté. Et là, les gens, ça les dérangeait. Ouais, mais t'es chiante, tu veux toujours tout savoir, c'est bon, quoi. Et j'ai appris à mettre ces freins-là avec les personnes. En fait, j'arrive à détecter les personnes avec qui je suis et avec certaines personnes, bien évidemment, parce que j'ai quand même besoin d'être... Des fois, c'est la famille, des fois, c'est des amis d'enfance, des fois, c'est... Donc, tu as besoin quand même de garder un cadre sain. Je comprends. D'où est venu ce changement? D'où est venu ce switch
que tu as connu en acceptant d'être multipotentiel. Tu as parlé d'une personne qui t'a donné cette information-là. Comment ça s'est fait exactement? Alors, la première fois que j'ai eu un doute, et je me suis dit, est-ce que je fais n'importe quoi? Est-ce que je fonce pas dans le mur? C'était un de mes responsables hiérarchiques qui m'a dit, là, tu es sur trop de plans. Et en plus, à ce moment-là, mon mari venait d'ouvrir une boulangerie, donc c'était moi qui gérais, etc. Donc là, il a dit, Rachida, t'es sur trop de plans, fais gaffe, tu vas te faire mal à un moment donné dans un des trois où tu vas tout casser à cause de ça. Je l'ai laissé parler, j'étais encore... Et mon amie, ça c'est vraiment une amie avec qui... c'est une sœur pour moi. Moi, je fais beaucoup de choses. Hein. Je suis entrepreneur, j'écris, je fais de l'associatif. À côté de ça, je suis coach, je suis dans le développement personnel, j'ai un centre de formation. Voilà, si je dois te raconter toute ma life, je pense que toi, tu me comprendras mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Et on devait faire une action ensemble, elle et moi. Ok. Et moi, je suis quelqu'un, il me faut de la pression pour travailler. C'est-à-dire que si tu me dis, Rachida, dans 3 mois, 6 mois machin, c'est mort. Tu vas t'ennuyer. Faut pas me le dire. Faut te le dire une semaine avant pour que... tu m'appelles 24 heures avant, mon cerveau va tout de suite se mettre en place. Et ça, tu vois, regarde, tu m'aurais dit, en février, on se voit aujourd'hui, je pense que l'entretien ça serait pas passé comme ça. Tu me l'as dit là, en début de semaine, je crois. Fin de semaine dernière. Samedi ou dimanche, je crois même pas. Je suis venue nature peinture, voilà. Et elle m'envoyait souvent des messages d'écoute, laisse, je gère. Tout ce qui est partie Maroc, t'en occupes pas. Elle me dit, moi, j'ai besoin d'avoir de la vision, etc. Je dis, écoute, tu sais comment je travaille, tu as vu comment se font mes actions humanitaires, t'inquiète pas. Moi, je sais. Toi, occupe-toi de la France, par contre. La France, je gère pas. Et puis, à un moment donné, je pense que c'était quelqu'un qui avait besoin d'avoir de la sécurité. Et je comprends, hein, je comprends son... Elle me dit, écoute, il faut qu'on s'appelle. Rachida, t'es partout, en fait. Je crois que comme t'es partout, t'arrives pas à t'occuper de l'action humanitaire. Je dis, écoute, non. Si quand j'arrive pas à faire les choses, moi, je sais me dire, non, je sais pas. Quand je ne sais pas et quand je ne peux pas, je sais le dire. Je ne fais pas plaisir aux gens. Si toi, demain, tu me dis, Rachida, viens, on va monter une société dans l'esthétique, je vais dire non, je ne veux pas et je ne peux pas. Je sais pas faire. Mais là, l'action humanitaire, je sais faire. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et elle me dit, ouais, t'es sur trop de chantiers, t'es sur plusieurs entreprises, tu vas te casser la gueule. Et moi, je veux pas que cette action elle se casse la gueule. Moi, c'est un projet que je suis dessus depuis 6 mois. Et je lui dis, ok, d'accord. Alors, soit je te donne 2 solutions. Soit on continue. Bon, je vais t'envoyer des petites photos, des petits visus, des machins, si tu veux. Soit tu fais avec quelqu'un d'autre. Mais moi non plus, je vais pas supporter ce que tu fais. Parce que déjà, moi, je supporte que tu m'envoies des messages tous les jours. Mais si en plus, là, tu m'appelles, tu me dis ça, je vais pas supporter non plus. Et comme on est amis, elle a dit, écoute, je te laisse faire, mais je t'en supplie. Après ça, elle a compris que je pouvais le faire. En fait, elle a compris. Je pense que le fait qu'on ait quand même finalisé cette action-là, et moi aussi, ça m'a fait comprendre que, voilà, en fait, je suis comme ça. Je peux pas... Et le problème, c'est que même si j'ai envie de changer, j'y arriverai pas. Parce que comme j'expliquais à une copine, c'est pas un... C'est là-dedans, en fait. Attends. Tu t'égares. Ouais. Attends. C'est bien pour me recadrer. Non, t'inquiète, je sais. La question, c'est d'où c'est venu ce truc-là. Donc, tu me racontes l'histoire de cette amie, voilà, etc. Tu arrives au bout de l'activité, donc l'action, ça y est, vous la menez à bien, elle se rend compte que tu sais faire, et quoi? Il se passe quoi? C'est là où elle te dit, est-ce que tu serais pas multipotentiel? Comment... Elle ne le dit pas parce qu'elle elle connaît pas ça. Mais c'est cette situation-là qui t'a fait le comprendre? Cette situation-là m'a fait... j'ai commencé à réfléchir sur qui j'étais vraiment. Parce que ça me remet en question, finalement. Ouais. Je me ressente sur moi, je me remets en question. Oui, parce que d'un côté, t'as ton manager, ça tu disais tout à l'heure. Mon manager qui m'a dit, voilà. T'es sur trop de trucs. Là, t'as cette là qui te redit ça proche, aussi. Voilà. Ouais. Et la cerise sur le gâteau, c'est j'échange beaucoup avec une amie à moi, une ancienne collègue de travail. Et elle me dit, oui, Rachida, est-ce que t'as déjà entendu parler du multipotentiel? Je lui dis, c'est quoi ça encore? Elle me dit, c'est un couteau suisse. Il fait plein de choses. Il a plusieurs fonctions. Et elle me dit, je crois que toi, Rachida, tu es multipotentiel. Je dis, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Et là, elle me met en relation avec une psychothérapeute qui l'a suivie et qui lui a parlé de ça. Et elle me dit, mais t'es bien plus qu'une multipotentielle. C'est-à-dire que moi, j'apprends là, à 38 ans, que j'ai un haut potentiel.
Et que, alors le TDAH n'a pas été confirmé, mais que, voilà. T'es neuroatypique en tout cas. Je suis neuroatypique. Donc c'est une claque, hein, parce que quand on dit, parce qu'en fait le mot handicap, c'est un handicap. C'est ce mot-là qui, tu dis, mais attends, je fais plein de trucs et tout, je suis handicapée, parce qu'on a on a les croyances limitantes de l'handicap, qui est quelque chose de négatif, qui tire vers le bas. Alors que là, mon handicap, c'est carrément une force pour moi. Et c'est ça qui a fait que là, je me suis pris en plein visage. Il y a cette remise en question, ces informations qui arrivent. Et en fait, tout ça, c'est un tremplin parce que je me reconstruis. Tu vois, j'ai déconstruit toutes ces croyances limitantes et toutes ces choses-là qui tournaient autour de moi, les paroles, les dires, les toxicités, etc. Et je reconstruis une Rachida avec les bonnes informations. Okay. Les beaux mots en plus, surtout. On parle un peu de la France. Ouais. Tu parles beaucoup de justice, de France, d'identité. Est-ce que tu as ressenti, lors de ta période en France, est-ce que tu as ressenti dans ta chair, ou dans ton nom, ou à ton visage, que ce que tu étais pouvait te fermer des portes? Bien sûr. Rien que dans mon travail. Moi, pour que je puisse évoluer, il fallait que je fasse 10 fois plus. 10 fois plus. Ça, c'était clair, net et précis. Et pour qu'on me repère, il fallait que je fasse quelque chose qui allait faire le buzz au niveau informatique. C'est-à-dire que quand on me donnait des objectifs en janvier, en février, c'était clôturé. Ça faisait une alerte rouge au niveau de la hiérarchie. Et là, ils se rendaient compte que Rachida, elle avait quelque chose. Je l'ai vu à l'école de mes enfants. À l'école de mes enfants, après, je ne sais pas si je peux raconter des anecdotes, mais Oui, bien sûr. à l'école de mon fils, il y avait la réunion, et mon fils rentre en CP, il y a la réunion d'entrée scolaire. Moi, je ne peux pas y aller parce que je travaille. Donc, je mets un mot dans le cahier de mon fils en disant que je ne peux pas venir tel jour. Est-ce qu'il peut me recevoir un lundi? Parce que je ne travaille pas le lundi avec la banque. Et il me dit, OK, moi, le lundi, je ne vais pas te mentir, j'étais en abaya foulard. C'est-à-dire que pas de tailleur, pas de chichi, pas de machin. C'est mon jour où je suis la plus à l'aise. Donc, je vais à ce fameux rendez-vous avec mon bébé et mon fils qui est en CP. Et en face de moi, j'ai un prof, alors que j'avais rempli une fiche d'inscription sur laquelle on informe le travail de papa, le travail de maman, etc. Et là, l'instituteur, il me regarde dans les yeux et il me dit, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous puissiez me comprendre. Alors moi, je le regarde, je suis stoïque quand même. Je dis, attends, on va où là? C'est un gag. Là, il est en train de me faire un gag. Il me dit, oui, mais alors comment je vais faire? Parce que bon, moi, je ne parle pas votre langue. Bon, il appelle mon fils, Hamza, tu peux venir? Est-ce que quand je te parle, tu peux traduire à maman? Mon fils, il regarde, il dit, mais pourquoi vous voulez que je traduise à maman? Mais maman, elle est là. Il a 6 ans, le petit. Hein. Puis je le regarde, je dis rien, je le laisse dans son délire. Il me dit, mince alors, et tout ça, mais c'est ça qui est compliqué, comment je vais vous faire comprendre? Là, votre fils, tu dis à maman, que est-ce qu'il y a une voisine, une tata, quelqu'un, ou bien des cours du soir qui peuvent t'aider à faire tes devoirs? Parce que maintenant, tu vas avoir des devoirs. Moi, je le laisse, hein. Mais ça bouillonne. Et il me dit, bon, madame, Jusque-là, tu n'as pas dit un mot à ce moment-là? J'ai pas dit un mot, j'ai rien dit. Je l'ai laissé dans son délire. Il me dit, mais comment vous faire expliquer zut de zut, flûte de flûte? Comme ça, il est vraiment dans un état, le gars, il est en train de réfléchir. Et il dit, bon, Hamza, alors tu essayes, s'il te plaît, fais un effort, essaye. Tu parles bien la langue maternelle, quand même. Tu parles bien la langue de maman. Puis là, mon fils, il dit, mais maman, elle parle français? Et il me regarde. Et je dis, oui, monsieur, je parle français. D'ailleurs, si je ne suis pas venue à la réunion, c'est parce que je travaillais. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Que je travaillais dans quoi? Et sans ça, j'espère que vous lisez les fiches d'inscription, enfin les fiches de renseignement que vous nous faites remplir en début, que vous avez fait remplir rien que la semaine dernière. J'ai bien indiqué que je travaillais, vous me demandez mon employeur. Et qu'est-ce que je fais? Je suis employé de banque. Quand on est employé de banque, on sait quand même lire et parler français. Enfin, parler au moins. Et il devient tout rouge. Je lui dis, écoutez, on s'arrête là, parce que ça peut aller très loin. Mais je prends rendez-vous avec le directeur. Parce que là, moi, je m'inquiète pour mon fils. Et il me dit, je suis confus, je vous ai confondu avec une autre maman. Je dis, mais peu importe. Il n'y a pas de confusion à avoir. On est en France, vous parlez français. On serait au Japon et je vous dirais, ouais, il faut parler français avec moi, je veux bien. Mais là, on est en France, parlez français. Et ça, ces petites choses-là, les impôts, pareil, est-ce que vous voulez que je vous remplisse votre chèque? Vous savez remplir un chèque, madame? Vous savez, je voulais que je vous le remplisse? Des choses comme ça. Ou, vous savez, vous insérez la carte. Attendez, je vous montre. Tu vois, des trucs comme ça, je travaille dans le milieu bancaire, je suis quand même... je suis rodée, quoi. Et ces choses-là, c'est réel. Faut pas mentir.
C'est réel. Est-ce qu'on t'a déjà dit ouvertement, tu n'es pas à ta place ici? Ouvertement, non. Toujours en catimini. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait plus facilement. Mais moi, dans les années... j'ai arrêté de travailler en 2013, avant 2013, ou même dans la société... Non. Mais après, j'entendrai une phrase... Moi, je suis quelqu'un qui a... J'ai dû répondre, je réponds, hein, je me laisse pas faire. Voilà. Mais ça existe, on va pas se mentir. Moi, il y avait des postes à pourvoir, j'avais toutes les capacités, toutes les aptitudes, on me les a pas données. J'étais dans une équipe où la nana, la responsable, ne m'aimait pas. C'était moi la plus ancienne de l'équipe. Donc, quand tu es la plus ancienne de l'équipe, c'est toi qui formes les nouveaux. Il y a une nana qui est arrivée, je l'ai formée, elle m'a dit, Rachida, c'est plus toi, c'est elle. Pourquoi? Parce que le faciès lui correspondait plus. Le hijab, c'était avant ou après le salariat? Enfin, c'était pendant le salariat ou après? C'était pendant, oui. Pendant. Donc, tu as commencé à porter le hijab, tu étais encore en banque, etc. Ouais. Ok. Est-ce que ça t'a... C'est une question bête, j'ai envie de te dire, mais ça a constitué un plafond de verre professionnel de porter ce hijab? Tu viens de le dire plus ou moins, mais... Bah oui, hein. Enfin déjà au début de mon hijab, je me cachais. Donc je retirais mon hijab avant, dans la voiture, stationnée à Bab El Oued pour pas qu'on sache que je porte le hijab. Le décès de mon père, encore, cette référence, c'est une date vraiment... le décès de mon père, j'ai dit, je vais mourir en fait. J'ai vu mon père dans le cercueil, je l'ai suivi tout le long de sa maladie, j'ai dit, je vais mourir. Et à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Et là, je retirais le hijab dans le sas. C'est-à-dire que mon responsable me regardait, il me disait, je t'inquiète, je l'enlève dans le sas, je sais que je n'ai pas le droit d'entrer avec. Et je lui disais, je porte le hijab. Donc, je ne le porte pas dans votre structure, parce que vous l'interdisez, mais je le porte, il faut que tu le saches. Et puis après, j'ai arrêté de travailler Mon père est décédé en 2008, j'ai arrêté de travailler en 2013. Maintenant, on va parler un peu de ton message, parce que là, on t'a parlé de ton histoire et tout, ok, on comprend bien, on comprend mieux. Je sais donc que tu as un centre de formation, mais pas que. Tu as plein d'autres choses. Mais derrière ce que tu fais aujourd'hui, et quand je dis derrière ce que tu fais, c'est vraiment derrière tout ce que tu fais. Après, peut-être que c'est individuel à chaque projet, mais derrière tout ce que tu fais, c'est quoi le vrai combat derrière ça? Qu'est-ce que tu mènes avec ça? Moi, mon combat... moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de propulser les gens. J'essaie de propulser. Je suis quelqu'un, j'aime voir les autres réussir. Je suis encore plus heureuse quand j'ai contribué à la réussite de quelqu'un que ma propre réussite. Je soutiens énormément de femmes pour qu'elles puissent se lancer dans leurs projets. Je les accompagne pour qu'elles puissent développer leur potentiel. Parce que tout le monde a un potentiel. Chacun d'entre nous a un potentiel. Alors je te dis les femmes parce que je me vois mal accompagner des hommes. Tu vois, religieusement parlant, il faut quand même rester dans le cadre. Je suis quelqu'un, j'aime bien aider les gens. Tu vois, je vais te donner un exemple. Sur mon Instagram, par exemple, il y en a beaucoup qui me disent est-ce que tu peux nous faire une pub? Combien tu prends? Je prends rien, moi. Si je te donne de la visibilité qui te permet de te propulser, de t'aider ou de te faire juste une vente, j'ai tout gagné. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Et moi, je vois les choses comme ça. Je vais te dire, moi, dans mes formations, aujourd'hui, ma formation de formateur, c'est une formation qui vaut plus de 5 000 €. Les sœurs de la communauté, je leur ai fait favor, en fait. Parce que je leur dis, si ce que je vous donne là, ça va créer quelque chose et que vous allez pouvoir vous lancer dans votre domaine, mais j'ai tout gagné. Moi, je vous demande l'alhamdulillah walidine, c'est tout. Des du'a. Si j'ai contribué à une cause positive, je suis gagnante. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je fais partie de la team qui veut créer une chaîne de solidarité qui va permettre à chacun de trouver sa place, mais aussi d'évoluer dans son domaine. Ok. Est-ce que cette vision, ce parcours, c'est pas aussi une réponse aux gens qui t'ont fait croire que tu n'avais pas le bon profil en donnant cette force aux autres femmes? Je me suis jamais posé cette question. Tu vois, elle est pas mal. D'ailleurs, je vais repartir avec cette question dans la tête, je pense. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Ou c'est peut-être l'envie de propager énormément de bonnes choses par rapport à mon père aussi. Parce que l'école, aujourd'hui, j'ai ouvert une école. Enfin, il y a 9 ans, j'ai ouvert une école. C'est parce que je recherchais le business qui allait pouvoir concilier sadaqa jariya et business. Ok.
Ça me mène à la prochaine rubrique, qui est la rubrique de l'impact. Est-ce que, question, je pense, j'ai déjà la réponse, mais je veux te l'entendre redire. Est-ce que tu as vu des femmes, des jeunes, des collègues, des proches oser plus grâce à toi et est-ce que tu leur inspires? Ouais. Ça a donné quoi? Ça a donné aujourd'hui des femmes d'affaires qui ont une société qui tourne super bien, qui ont confiance en elles et qui tirent à leur tour, en fait, elles ont dupliqué finalement dans leur domaine ce que moi j'ai fait avec elles. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a un effet ricochet qui est en train de se mettre en place par rapport à cette dynamique. Et c'est ma plus grande, franchement, c'est ma plus grande fierté. Alors il y en a qui seraient fiers de voir leur compte en banque blindé. Moi, ce dont je suis fière, c'est de voir ces femmes, en fait. Ces femmes qui ont cette indépendance financière, qui contribuent aussi dans leur foyer et puis qui contribuent dans leur communauté, surtout. Les personnes qui t'ont connu dans le quartier où tu vivais, qu'on appelle Chicago, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'es bien renseigné. Hein. Je fais mes devoirs. Ah oui, bravo. T'es pas venu au hasard. Ah ouais, bravo. Hein. Franchement. T'es pas arrivé comme ça, tu t'assois. Ah non, parce que là, c'est quand même le détail, Chicago. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Est-ce que tu as eu un impact sur les femmes qui sont là-bas? Ou est-ce que c'est plutôt les femmes que tu as rencontrées après et qui t'ont connu par la suite sur les réseaux sociaux, etc., qui ont un véritable un lien avec toi? Comment ça se passe? Je pense pas avoir eu d'impact sur les filles de mon quartier. Parce que déjà, j'étais pas la copine idéale. J'ai essayé, parce que j'ai repris une association en France de femmes. J'ai tenté vraiment de faire quelque chose avec elles, de les lancer, de les pousser, etc. Mais tu sais, dans ton quartier, on ne te voit pas forcément comme ça. Il y a peut-être un sentiment de jalousie ou peut-être tu sais, nous, nos mères, il y a Joujette, il y a tombé, il y a machin. Donc forcément, tout ça, ça peut-être plus créé de l'envie, de la jalousie que de l'amitié. Mais bien évidemment que j'ai des sœurs dans mon quartier avec qui j'ai grandi. Ça fait plus de 40 ans qu'on est amis, sur lesquelles forcément j'ai eu un impact parce qu'elles me le disent. Elles me disent, Rachida, c'est une richesse d'être avec toi. Alhamdoulilah, hein. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me lance des fleurs. D'ailleurs, je devrais le faire plus souvent, peut-être. Mais j'ai eu plus d'impact au moment où, l'après-quartier. C'est là où j'ai eu plus d'impact sur les femmes que j'ai rencontrées après. Ok. Du coup, tu te rends compte que tu es devenue aussi une briseuse de plafond de verre collectif ou pas? Là, je me rends compte, là. Parce que tu m'as fait comprendre, en fait, finalement, que j'avais pas mal de plafonds en verre et que ces plafonds en verre, j'ai su les briser pour en faire des tremplins. Et ça, c'est top. Il faudrait qu'on en fasse plusieurs comme ça, parce que si tu vas dévoiler mon... Je suis content. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est la question que je veux te poser. C'est donc, tu as monté un centre de formation, tu as une école, tu formes du monde. L'asso, je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu quels sont tes projets actuellement et après j'approfondirai un peu les questions. Aujourd'hui, j'ai un organisme de formation et un CFA. C'est deux entités différentes, deux structures différentes. J'ai une école maternelle, une école primaire. À Marrakech. À Marrakech. Les centres de formation, c'est en France. Hein. D'accord. Et j'ai une association en France et une association au Maroc. L'association du Maroc, c'est aider, notamment intervenir dans tous les villages, les zones où il y a besoin d'intervention. Zone rurale. Voilà. Okay. Le cœur de cette association, c'est quoi à la base? C'était rénover et améliorer les écoles dans les zones rurales. Donc on refaisait la déco, la peinture, on aménageait, etc. Ensuite, j'ai commencé à attaquer les mosquées. Voilà. Moi, je te dis, je suis vraiment à la recherche de tout ce qui va mettre sur terre et dans l'au-delà. Et je contribue aussi pour mon père, Rahman, parce que je suis sa sadaqa jariya. Et ensuite, on a commencé à faire les paniers ramadan. C'est un truc que je voulais pas faire parce que pour moi, c'était de l'assistanat. Donc, donner à manger, il n'y avait pas de choses pérennes, quoi. C'était vraiment de la récurrence et c'était de l'assistanat. J'aimais pas trop. Mais les gens que j'aidais dans ce sens-là me rappelaient que les 10 kilos de farine qu'on leur donnait, c'était un soulagement pendant cette période de ramadan où le travail il y avait moins de travail.
Donc, voilà, j'écris. D'accord, je vais sortir mon... Alors, le premier livre, je l'ai imprimé, etc., mais je ne le sortirai pas. C'est le livre sur mon père, où je raconte ma vie avec ma famille. Donc, ça, c'est pour moi et mes sœurs. Et ça a été pour moi une thérapie, suite au décès de mon père, Allah yarhamou, parce que ça a été très, très dur. Et je suis en train de finaliser un livre qui raconte un peu tout mon parcours, mon histoire, si ça peut être... ça peut donner des idées et un tremplin pour d'autres personnes. Voilà. Je suis aussi famille d'accueil. Ok. Tu vois ce que c'est ? Oui. Je reçois des enfants qui sont dans des situations difficiles. Alors, ça peut être tout, un peu parents irresponsables, décès de parents, voilà. Ça peut être plein de choses. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Dans tous ces projets, est-ce que tu as brisé plein de plafonds de verre, tu vois, avant d'arriver à ces projets, certainement pour faire avancer ces projets. Est-ce que maintenant que tu as tous ces projets qui sont lancés, qui fonctionnent, tu as rencontré d'autres plafonds ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus, un plafond de légitimité, un plafond de croissance, un plafond de peu importe, dans un ou tous ces projets ? C'est quoi le plafond de verre actuel que tu rencontres ? Le plafond de verre que j'ai là actuellement dans mon entrepreneuriat ? Dans ce que tu veux. Je vais te dire une chose. Je crois que dans ma vie d'aujourd'hui et dans ma vie du futur, je n'aurai plus de plafond de verre. Inch'Allah. Inch'Allah. Je t'explique pourquoi. Je suis rentrée dans une phase après 35 ans, vraiment, où j'applique dans mon quotidien le tawakkul. Tu vois ? Et ce tawakkul me fait comprendre que je vais être confrontée à des obstacles, donc peut-être des plafonds de verre, mais c'est pas grave. Je sais que ce plafond de verre, s'il est là, alors j'en définis pas maintenant, tu vois, là tout de suite je t'en définis pas, mais ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne définis pas de plafond de verre, c'est parce que le tawakkul m'empêche de voir un frein. Il me montre simplement un cheminement. Ça veut dire que aujourd'hui, je vais te dire par exemple, aujourd'hui, mon centre de formation, ça roule pas, ça tourne pas. Là, en ce moment, c'est un peu difficile, etc. Mais alhamdoulilah. En fait, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de stress. Mais pour moi, je me dis dans ma tête, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, aujourd'hui, il fait que il a tourné à plein il y a 1 an. Aujourd'hui, il tourne pas. Il y a une raison, en fait. Alhamdoulilah. Donc, peut-être que le fait d'être dans cet état d'esprit... Ça fait qu'il n'y a aucun plafond de verre que des tremplins, quoi. Voilà. Il n'y a que des leçons, que des apprentissages. Ok. Voilà. Ok. Tu as répondu aux 2 questions suivantes dans ta réponse. Ah. C'est cool. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'oses pas encore faire aujourd'hui ? Me lancer dans comment on appelle ça, le stand-up. T'aimerais bien faire du stand-up ? Sérieux ? Ouais. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je suis rigolote. Hein. J'ai vu. T'inquiète, j'ai vu tes vidéos, je sais que t'es rigolote. Et encore, je suis à 2%. Qu'est-ce qui m'a fait... Déjà, moi, je suis quelqu'un qui a aimé le théâtre, l'art, etc. Et je sais que c'était quelque chose que mon père ne pouvait pas comprendre. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui vient des montagnes du Toubkal, à l'usine Renault, les mines, etc. Viens, je vais faire du théâtre, je vais me lancer dans une carrière artistique. J'ai toujours été la rigolote, tu vois. Toujours dans les moments difficiles, dans les moments où j'aime bien faire rire. Et aujourd'hui, beaucoup m'ont dit, mais Rachida, mais pourquoi tu ne fais pas profiter tout le monde ? Alors, il y a peut-être le fait de me dire, ouais, est-ce que mon père il serait fier de moi ? Il y a aussi le côté religieux. Est-ce que, religieusement parlant, je peux le faire ? Donc, ces choses-là, j'ose pas le faire, en fait. J'ose même pas y aller. Ok, ouais, ça se comprend. Ok. On va parler, pour terminer ce podcast, de ton héritage et de la suite. Si on se revoit dans 10 ans, toi et moi, qu'est-ce que tu aimerais avoir transmis ? Toutes mes valeurs. Avoir transmis ça, en fait. Cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui... Le tawakkul ? Le tawakkul, oui. Le tawakkul. D'ailleurs, dans mon école, les enfants que j'ai, je me dis, alhamdoulilah, Rabbi, ils sont chez moi. Tawhid et tawakkul. Le Coran, ils l'apprennent. Mais à quoi bon apprendre des textes si on ne sait pas qui est la source, le créateur de ces textes-là ?
Quand tu sais qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, tu l'apprends. Et même, tu as ce truc dans le cœur qui fait que, ah ouais, subhanallah, je suis en train d'apprendre le Coran qui a été transmis au prophète sallam par Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur. Donc c'est ça que je veux transmettre en fait. J'ai envie de transmettre de l'amour, des good vibes, de la positivité. Il va nous arriver, il va t'arriver plein de choses dans ta vie. Personne peut te protéger de ça. Parce que c'est Allah qui décide. Et si Allah il te les envoie sur ton chemin, c'est forcément soit pour t'épargner un mal, soit pour t'apprendre quelque chose, mais il y a toujours, c'est que du positif. Toi, tu vas le voir tu vas te mettre dans un délire, etc. Mais c'est que du positif. Moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Parce que je pense que notre communauté, elle a besoin de revenir à la source, qui est la religion, l'islam, pour mieux être une meilleure communauté. Tu voudrais qu'on dise quoi de toi dans l'histoire? Que j'étais une personne bien et que j'ai contribué à de belles choses dans leur vie. C'est ce que je dis. Hein. Tu sais, quand je parle avec quelqu'un, quand deux personnes viennent me voir et me disent « Ouais, on est en embrouille », je dis « Tu vas mourir là dans une seconde ». La personne qu'en face, tu veux qu'elle dise quoi? Qu'elle m'a fait ça, qu'elle m'a fait ça, qu'elle m'a fait ça, ou alhamdoulilah, elle m'a pardonné. Et là, c'est vrai qu'il y a des gens, ils me disent « Ouais, mais Rachida, c'est quand même… » Je dis « Oui, mais pardonne, en fait. Libère-toi de ça. Et sois la cause d'une bonne chose. » Moi, je veux que les gens parlent de moi en disant que Rachida, elle a été la cause d'une bonne chose. Voilà, elle a été à cause d'un bien. Et je pense que cet état d'esprit me facilite le pardon aussi, de mon côté. Avec toutes les misères, les trahisons que j'ai connues dans mon parcours, j'ai appris à pardonner. Mais à pardonner un pardon sincère, en fait. C'est-à-dire que quand je te revois dans la rue, salam alaikum, ça va, tu vas bien. Voilà. J'aimerais bien. On va tout faire pour. Inch'Allah. Dernière question, pour clôturer. S'il y a un plafond de verre que tu aimerais exploser pour toutes celles, je parlais des femmes, qui arrivent derrière toi, ce serait quoi? Ce serait quel plafond de verre? Les croyances limitantes. Ces croyances limitantes qui sont des vrais plafonds de verre et qui sont très difficiles à détruire. Je vais te donner un exemple. Je suis voilée, je ne peux pas travailler. Moi, j'ai plein de femmes qui disent « Mais non, mais Rachida, travaille avec le voile, comment je fais ?» Je ne sais pas, en fait. Pourquoi tu crois ça? Parce que la société a fait croire ça, surtout quand on vient de France. Vu que c'est interdit de travailler partout. Mais si on te l'interdit, crée-le. Crée ton espace et fais ton truc. Des croyances militantes encore qui va te dire « Je ne suis pas légitime ». Pourquoi? Parce que j'ai pas un doctorat. Mais attends, qui t'a dit qu'un doctorat légitimait quoi que ce soit? Moi, dans mon entourage, des gens, ils ont un doctorat, ils savent même pas. Il faut leur poser des questions que là où ils ont leur doctorat. Je ne néglige pas, je dénigre pas. Je veux simplement te dire que si tu réfléchis avec cette légitimité et ce syndrome de l'imposteur, si tu l'approfondis dans ta vie, tu feras rien. Donc ça, c'est un plafond de verre. Et ça empêche beaucoup de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, à se lancer dans leur vie, dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat. T'as des nains qui disent « Ouais, mais non, mais si je vais travailler, faire ça, etc. » machin. Mais non, mais lance-toi, en fait. Moi, le conseil que je donne à toutes les femmes que j'accompagne, tu te poses deux questions. Est-ce que, religieusement parlant, t'es pas à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça répond à tes principes. Voilà. Si ces deux questions-là sont positives, lance-toi. Parce que les gens, ils attendent de se faire de l'argent. L'argent, moi, je suis partie de zéro, j'avais rien. Je suis partie de zéro. Mon mari et moi, on allait faire les courses à pied à Lidl avec un caddie, un pouce, roule ma poule, je sais pas si tu vois. Je roulais en Super 5. Une Super 5 que mon père, que j'ai même pas acheté, c'est mon père qui me l'a prêté. Parce que mon mari et moi, je me suis mariée, j'avais 21 ans, j'avais encore rien construit, j'étais encore dans mes études. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je me dis heureusement que je me suis lancée en fait. Heureusement que j'ai franchi le pas. Heureusement que j'ai déconstruit ce qu'on m'a donné, parce que la société aussi, elle y est pour quelque chose, et que j'ai reconstruit avec ce que je savais, et ce que j'avais, et ce que je cautionnais. Après, je ne vais pas m'étaler, parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais ce que j'aimerais transmettre aux gens, c'est que chacun d'entre nous a sa carte du monde. Cette carte du monde, j'insiste dessus. Faites en fonction de votre carte du monde. Faites pas en fonction de la carte du monde des autres. Moi, j'ai ma carte du monde, avec l'éducation de mes parents. Par exemple, moi, mon père, la cigarette, c'est pas bien. S'habiller en débardeur, montrer c'est pas bien. Ceci, c'est pas bien. Ceci, c'est pas bien. J'ai pris ce qu'il y avait à apprendre et j'ai laissé de côté ce qui n'était pas à apprendre. Pareil, la société, je ne vais pas cracher sur la France. C'est eux qui m'ont formé, c'est là-bas où j'ai mes diplômes, c'est là-bas où j'ai appris beaucoup de choses au niveau professionnel. Mais il y a d'autres choses que je rejetterai. Et je constitue cette carte du monde. Et dans ma carte du monde, comme dans chaque carte du monde,
on appelle la carte d'un pays, il y a une capitale qui est centrale. Et c'est elle qui détermine, c'est elle qui donne qui valide. Et pour moi, dans ma carte du monde, cette capitale, c'est ma religion. Donc tout ce que je vais faire dans ma vie, l'éducation de mes parents, par exemple, tu as des parents qui disent oui, qui te donnent des bid'a, des traditions qui sont bid'a. Même si c'est mon père qui me l'a donné, je ne la prends pas. Je ne la prends plus en tout cas. Je ne la fais plus. Je la rejette. Parce qu'au-dessus de tout ça, il y a la capitale. La capitale mère qui donne les décisions et qui prend les décisions. Et elle est basée sur la religion. Et si chacun d'entre nous comprenait ça, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui en fait. Peu importe qui est autour de toi, qui te propose, etc. Moi, je veux te dire, je travaille dans le milieu bancaire. Les pots de vin, oula, on te ramène des bons billets. Mais ma carte mère, c'était la religion. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être satisfait de moi si je prends cette valise? Non, je ne la prends pas. Peu importe, je ne veux même pas savoir combien il y a dedans. 1 milliard, 2 millions, 50 000, je n'ai pas envie de savoir. Je ne prends pas. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais ça. Ça, j'aimerais bien le transmettre aux gens. Constituez votre carte du monde avec ce que vous avez, parce qu'on ne peut pas rejeter tout. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses à prendre dans tout. Dans les amis, dans la société, dans l'éducation des parents. Mais là où il faut tout prendre, c'est la religion. Il n'y a pas de est-ce que oui ou non. Le Coran al-Karim, la sunna du prophète, c'est ça qui doit être la matrix principale de ta vie de tous les jours. Voilà. Merci. Je t'en prie. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu et merci pour toutes ces belles questions qui, franchement, je vais y réfléchir là. Ça fait plaisir. C'est l'objectif, ouais. Tu vois, de pouvoir aussi. En tout cas, moi, tu m'as apporté. Déjà tant mieux, avec beaucoup de rappels. Tu vois, c'est toujours important. Moi, je considère. On est ensemble. Je pense qu'on comprend la même chose, mais t'es pas là par hasard. Ce que tu as dit là, il y avait des choses qui m'étaient destinées ou qui étaient destinées aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Et idem pour les questions que je t'ai posées, peut-être qu'il fallait que tu les entendes pour pouvoir réfléchir sur certaines choses. Ouais. Donc, alhamdoulilah, je suis content de t'avoir eu. Et puis, moi aussi, je suis contente d'être patient, tu vois. C'est ça. Oh, mais je suis très content d'avoir répondu et d'avoir pu de se dire que c'était d'attendre le bon moment, parce qu'avant, ça l'aurait peut-être pas été, et maintenant, ça l'était. Donc, je suis pas quelqu'un qui va dire, et ça m'aide aussi, va dire, ouais, maintenant, attends, ça fait 3 mois qu'il me trimballe, etc. Non, ça va arriver que quand ça doit arriver. Ouais. Quand bien même tu fais tous tes efforts possibles et imaginables. T'as envie, tu dis, ouais, il faut vraiment que je... Rabbi, il te donnera la date qui devrait être. Et ça devait être aujourd'hui, ça devait pas être un autre jour. C'est comme tout, hein. Tu sais, moi, dans mon entourage, j'ai des personnes... je vais te donner un exemple. Ton meilleur pote, c'est le roi d'Espagne. C'est ton meilleur pote. Et je sais que c'est ton meilleur pote. Moi, j'ai envie d'aller m'installer en Espagne. J'ai besoin d'une facilité. Toi, c'est ton pote roh b'roh, tu vois, c'est limite, vous vivez dans le même endroit. Je vais te dire, s'il te plaît, Samy, tu vas me dire, ouais, ok, je vais lui en parler, bien sûr, et tout, c'est mon pote, il va pas me dire non. Tu vas l'appeler, tu vas dire Juan Carlos, je sais plus comment il s'appelle, le nouveau, là. J'ai une amie, elle va s'installer à Madrid, machin, est-ce que c'est le roi quand même, je veux dire, il va faire un coup de fil, on n'a pas... Il va dire non. Il va te dire non. Dans l'état humain, tu vas dire quoi? Mais c'est une enflure, en fait. Zama, c'est mon pote, on mange ensemble, on fait ça, on fait ça. Sauf que tu as oublié un truc, c'est que c'est pas lui qui décide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Et pour te faire arrêter ton projet ou pour te faire changer de destination, pour quoi que ce soit, il doit faire dire non à ce gars-là qui est ton pote roh b'roh. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Faut pas que ah ouais, mais t'as vu, Samy, il abuse, il est pas sympa. Je lui ai demandé, c'est son meilleur pote, ça se fait pas et on va imaginer des films. En fait, il a pas demandé, il me dit non. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide tout. Si Allah il décide que tu dois aller en Espagne et que tu vas vivre en Espagne et que Samy doit être la cause de cette installation par le biais de son ami, du roi, ça va se faire. Si ça se fait pas, c'est Allah. C'est pas Samy, ça serait, t'imagines, donner cette puissance et ce grade à un humain. Non. Il y a le Coran al-Karim, ils disent que même s'il y a un jbel devant ta porte, si tu dois sortir, tu vas sortir. C'est comme ça dans toute ta vie, tous les jours. Chaque instant de ta vie. Quand quelqu'un te dit non ou quelqu'un te refuse quelque chose ou quand tu n'arrives pas à destination, tu arrives dans ta voiture, tu n'arrives pas à démarrer, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mon mécanicien l'a mal fait. Non, personne n'a rien mal fait. Allah, il a mis une succession de causes pour que ta voiture ne démarre pas parce qu'il ne veut pas que tu arrives à cet instant-là, là-bas. Parce qu'il y a des choses à éviter.
Tu vois, ça, c'est tous les jours, tu le mets dans ta tête. Merci pour ce rappel. Ça va faire le reel, ça va être un reel de teasing pour notre vidéo, je pense. Ah, c'est enregistré encore là? Bien sûr, c'est enregistré encore. Ça tourne encore, bien évidemment. Ouais. Et ça, c'est une parfaite conclusion. Merci beaucoup. Bah, avec Ça, vraiment, c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci d'être venu.